Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau journal dont voici le sommaire. Pour commencer, les échanges entre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et Akie Abe, l'épouse du Premier ministre japonais. Ces deux personnalités ont aussi visité le Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo, la capitale du Japon, des activités en marge de l'intronisation du nouvel empereur japonais Naruhito. À la une également, les entretiens à Washington aux États-Unis entre le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, s'est dit satisfaite des performances économiques de la Côte d'Ivoire. Enfin, en Afrique du Sud, la démission du maire de Johannesburg, Herman Mashaba. Somptueuse cérémonie aujourd'hui au palais impérial de Tokyo, la capitale du Japon. L'empereur Naruhito a proclamé son intronisation en présence d'environ 2000 invités, dont des chefs d'État et dignitaires de quelques 180 pays. À noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et la première dame Dominique Ouattara ont pris part aux festivités. Les temps forts de cette cérémonie avec Awa Touré. Longue vie à l'empereur du Japon Naruhito qui s'est installé officiellement sur son trône ce mardi 22 octobre en présence de 2000 invités dont plusieurs chefs d'État et dignitaires de 180 pays au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai, après l'abdication de son père Akihito pour raison de santé. Je promets de remplir mes obligations aux côtés de la population en tant que symbole de la nation et de l'unité du peuple du Japon. Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale. Plusieurs coups de canon ont été tirés à l'extérieur avant que les rideaux ne soient refermés devant l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako, mettant ainsi fin à cette cérémonie d'intronisation. Un banquet impérial de 400 couverts offert en soirée aux représentants du gouvernement japonais et dignitaires étrangers. À noter que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, également très active, a échangé hier avec Akie Abe, l'épouse du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Dominique Ouattara a aussi visité le Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo, la capitale japonaise. C'est un reportage de Habiba Dambélé Saoué et Awa Touré. La dernière rencontre entre la première dame de Côte d'Ivoire et l'épouse du Premier ministre du Japon remonte à août 2016. C'était à Nairobi, au Kenya, en marge de la 6e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. 3 ans plus tard, Dominique Ouattara et Akie Abe se sont retrouvés ce lundi à Tokyo. Les deux personnalités ont échangé sur leurs projets respectifs et par la même occasion envisagé des pistes de collaboration. Au sortir de cet entretien, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue au Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo pour une visite. Dans cet édifice sanitaire fondé en 1868, la présidente de la fondation Children of Africa a notamment été attirée par le pôle mère-enfant. La qualité des prestations sanitaires de ce pôle correspond à la vocation de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville. Je pense que c'est toujours utile de voir ce qui se fait ailleurs, surtout dans d'autres pays qui sont à l'autre bout du monde par rapport à nos hôpitaux. J'ai pu m'en inspirer et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Si ce partenariat venait à se concrétiser, ce serait un laurier de plus glané par l'hôpital mère-enfant de Benjerville dans sa quête d'excellence. Rappelons que le 30 septembre dernier, cette réalisation de la fondation Children of Africa s'est vu décerner le label Argent 2019 de l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Label remis aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructures, d'équipements et de qualité des soins. Cap à présent sur Washington, la capitale des États-Unis. Au terme de sa mission aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a échangé avec Kristalina Georgieva, la nouvelle directrice générale du FMI, a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Les précisions de Adama Koné. Le Premier ministre a la manœuvre aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale aux États-Unis. Il boucle sa mission. Des retrouvailles tout sourire, un détour et Amadou Gon Coulibaly est face à Kristalina Georgieva, nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à Oslo. Oui. Lors de la reconstitution des fonds du GFF. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Après les échanges de civilité, place à l'examen des dossiers. Quand les portes s'ouvrent, le Premier ministre présente le courrier du président de la République Alassane Ouattara, dont il est porteur. Kristalina Georgieva livre alors les bonnes prédispositions de son institution face au succès réalisé par la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de la performance économique de la Côte d'Ivoire dans un contexte où le taux de croissance est de l'ordre de 7,5% et c'est une performance importante dans une région qui n'est pas, dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Donc je félicite le gouvernement pour cela et cela aussi se traduit sur le terrain par la création d'emplois et par l'amélioration des conditions de vie des populations. Et Amadou Gon Coulibaly peut relever les avantages comparatifs des relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. J'avais un message du président de la République, c'était un message de soutien, un message de félicitations pour son élection en qualité de directrice générale du Fonds monétaire international. Et un message également sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Une coopération qui se porte bien, des chiffres économiques ivoiriens qui montrent que notre économie est robuste et que cette économie pour l'avenir a également des performances qui sont projetées comme étant des performances qui permettront d'améliorer de plus en plus les conditions de vie de nos compatriotes. La mission de la délégation conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly prend ainsi fin sous une pluie d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire où les travaux de la 5e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont ouverts hier dans le district d'Abidjan. Lors de cette rencontre, 16 programmes et projets communautaires estimés à plus de 60 milliards de francs CFA seront évalués. Objectif, booster le taux global d'exécution de ces différents plans. Les explications de Jean-Jacques Kouaméala. À Abidjan, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA va évaluer pour la Côte d'Ivoire la mise en œuvre effective des 113 tests réglementaires ainsi que les 16 programmes et projets communautaires pour un montant de 62,297 milliards de francs CFA. Les 16 programmes couvrent plusieurs secteurs d'activité. Nous avons le domaine de l'agriculture, nous avons le domaine de l'environnement, le domaine de l'eau, nous avons aussi le domaine de l'énergie et nous avons aussi le domaine de la qualité avec notamment une nouvelle convention que nous avons avec l'ANEMA. C'est des projets intéressants parce que c'est des projets qui touchent au vécu des populations de l'Union. La revue réalisée en 2018 a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées en matière de transposition et d'application communautaire. Le taux moyen global de mise en œuvre des réformes est passé à 69% contre 105% en 2017 et le taux global d'exécution des programmes et projets communautaires est passé de 59% contre 43% en 2017. Au regard de ces résultats, je voudrais féliciter tous les acteurs nationaux pour le travail accompli. Cependant, c'est le lieu d'interpeller chacun à redoubler d'efforts dans la mise en œuvre
des réformes, programmes et projets communautaires pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être parmi les meilleurs à l'issue de l'édition 2019. Instituée en octobre 2013 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union vise à favoriser l'accélération et l'application des réformes en vue de l'approfondissement de l'intégration régionale. Intéressons-nous à présent au Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques d'Abidjan, le SARA 2019. C'est la 5e édition. Elle va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain. Mais avant cet événement, un déjeuner de presse. Pour en parler, Noa Gnagno. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, édition 2019. Une opportunité de présentation du potentiel agricole de la Côte d'Ivoire. Le SARA 2019 offre une occasion de mobilisation des ressources financières, des ressources humaines pour soutenir et encadrer nos producteurs afin qu'ils puissent mettre sur le marché des produits compétitifs, rentables, capables d'assurer la durabilité de notre agriculture. Date à retenir pour sa tenue du 22 novembre au 1er décembre 2019, avec une particularité, l'organisation de la Semaine africaine de l'agriculture. Mais avant, les organisateurs, le commissaire général, les ministres en charge des secteurs de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, les représentants de ceux du développement durable et de la promotion de la riziculture ont eu une rencontre avec la presse nationale et internationale dans toute sa diversité éditoriale. Objectif, souligner les acquis des 4 précédentes éditions, présenter l'édition 2019 dans toutes ses composantes, relever ses innovations, rendre hommage à la presse pour sa contribution significative à la notoriété croissante sur les 4 éditions de ce salon. À la matière, les chiffres font foi. En 2015, c'est 92 organes qui ont couvert l'événement. En 2017, c'est 162 qui ont couvert l'événement. En 2015, c'est 224 journalistes qui étaient présents au SARA. Et en 2017, 302 journalistes. Quand on éclate, en 2015, les organes nationaux, il y en avait 78. En 2017, les organes nationaux, il y en avait 139. Et les organes internationaux, pour 2015, il y en avait 14. Et en 2017, 23. Pour l'édition 2019, il est demandé à la presse nationale et internationale de redoubler d'efforts pour asseoir définitivement le Sahara comme une référence en Afrique au sud du Sahara. 300 000 visiteurs sont attendus. Thème de l'édition, l'agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture? Pays invité d'honneur, la France. Allez, un tout autre sujet à présent avec le master professionnel transport et aménagement urbain lancé récemment par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce programme mis en place au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro veut créer des élites ivoiriennes pour la réalisation des projets de transport et de développement du Grand Abidjan. Bintou Pekele et Maïsako. Former des cadres de haut niveau pour résoudre les problèmes liés à l'aménagement urbain et penser à la construction de villes intelligentes nécessaires à la préservation de la qualité de vie. C'est l'objectif du master professionnel en transport et aménagement urbain destiné à des cadres en poste. Il suscite déjà de l'intérêt. Je suis intéressé parce que j'ai vu beaucoup de paramètres. Au lieu de prendre un avion pour aller en France pour étudier, nous pouvons rester en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est vraiment une opportunité, nous en tant que jeunes ingénieurs, de pouvoir mieux apprendre auprès d'institutions telles que l'INPHB, également l'École nationale des ponts et chaussées, afin d'avoir une expérience forte qui nous permettra effectivement de faire face à toute la complexité des grands projets d'infrastructure. La première promotion de 20 cadres débutera les cours en janvier 2020 au sein de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en partenariat avec l'École nationale des ponts et chaussées Paris-France. Notre ambition, c'est de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire et de la région africaine des cadres de niveaux divers capables d'imaginer les systèmes de transport, capables de proposer au gouvernement des aménagements au niveau
des centres urbains, surtout de Grand Abidjan. Ce sont 10 semaines qui sont réparties sur 10 mois, plus une thèse professionnelle qui est un mémoire à écrire et qui va être complété d'une soutenance sur des problèmes très liés au transport, à l'économie des transports, aux problèmes fonciers, aux problèmes économiques que rencontre aujourd'hui la ville pour développer plus de fluidité dans sa vie quotidienne. Financée par la Banque mondiale à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA, cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, PACOGA, une initiative saluée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Dans la marche vers l'émergence, évidemment, il y a un certain nombre d'infrastructures qui doivent être réalisées. Et pour le suivi donc, de ces infrastructures, pour penser ces infrastructures, il faut des cadres de très très haute compétence. Et nous pensons que les apprenants donc, qui vont participer à ces masters vont donc travailler pour la Côte d'Ivoire, mais aussi bien pour la sous-région. Pendant 10 mois, les professionnels du transport et de l'aménagement urbain seront formés sur 3 grands domaines de compétences. Entre autres, définir et formuler des enjeux de la mobilité urbaine sur différentes échelles. Toujours en Côte d'Ivoire, ils ne contiennent plus d'erreurs, ils ont bel et bien été corrigés. Les manuels scolaires des cours préparatoires 1 et 2 seront donc dans les prochains jours sur le marché. Mais avant cette étape, une cérémonie de remise officielle de ces ouvrages a été organisée récemment par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Astou Touré. C'est désormais chose faite. Les livrets d'activité des classes de CP1 et CP2, après correction et vérification, ont été réédités et remis officiellement à la tutelle. Nous devons saluer la maison d'édition qui a reconnu sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est une façon de rétablir un peu la vérité, de corriger la situation. C'est un document d'accompagnement. Ce n'est pas un manuel. Ça ne fait pas partie non plus des éléments qui sont dans les kits que nous distribuons. C'est un élément qui est commercialisé. C'est l'éditeur qui dépose donc dans les librairies et les parents vont acquérir ces ouvrages. Mais la responsabilité, du point de vue du contenu, nous endossons cela. C'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de la maison d'édition. Ces spécimens qui, à leur tour, ont été remis aux différentes reines du pays, sont destinés aux élèves issus de familles défavorisées. Le reste, il va s'agir de faire un travail entre la maison d'édition et les librairies pour enlever l'ancien stock, le remplacer par le nouveau, pour que tous ceux qui ont acheté puissent s'y rendre. Pour ne pas que ce soit une affaire où tous les parents vont remonter jusqu'au ministère pour venir réclamer le nouvel ouvrage. Pour éviter de tels désagréments à l'avenir, des mesures ont été prises. Et madame nous a dit de reprendre tous les documents qui existent et de faire leur audit. Donc à l'heure qu'il est depuis 3 semaines, si vous arrivez à la DPFC, toutes les coordinations nationales sont en train de reprendre les documents un à un. On a d'abord fait le préscolaire, on a fait le primaire, on est actuellement au secondaire pour revisiter tous les documents qui ont été agréés ou recommandés. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle salue la célérité de la structure en charge des manuels. Il invite par ailleurs les parents d'élèves à se rendre dans les différents points de vente afin de s'approprier ces livrets d'accompagnement vus et corrigés. Au chapitre santé, la 7e édition des Journées de l'Ordre national des pharmaciens. Thème retenu, l'Ordre national des pharmaciens face aux défis des innovations technologiques et des mutations professionnelles. Ces professionnels de la santé ont également échangé sur la couverture maladie universelle et les nouvelles pratiques officinales. Les explications dans ce reportage de Salima Toudia. Les 2 journées d'assises de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire ont abouti à des approches sur les mutations professionnelles. On a vu de nouveaux métiers de pharmaciens, notamment le pharmacien oncologue, qui est le pharmacien qui travaille dans les centres de traitement des cancers et qui est commis à un certain nombre de tâches à ce niveau-là, qui sont des métiers un peu nouveaux, qui constituent donc des débouchés pour les jeunes pharmaciens. Il y a aussi, on a parlé de la pharmacie hospitalière, où le pharmacien travaille à l'hôpital, assiste l'équipe médicale
dans l'exécution d'un certain nombre de tâches concernant le médicament. La réflexion a également été menée sur les innovations technologiques, notamment sur la traçabilité des produits. On est en train de voir comment mettre en place un système qui va permettre au patient, dès qu'il prend son médicament, de lui-même contrôler à partir de son smartphone pour voir si le médicament qu'il a en main est un bon médicament ou pas. C'est-à-dire comment remonter à la source jusqu'au fabricant pour savoir si le médicament est bon ou pas. C'est pour nous permettre d'avancer sur le problème de la qualité et sur le problème du trafic illicite. Des éléments qui concourent à améliorer la prestation du pharmacien dans le contexte de la couverture maladie universelle. Il a été dit justement de se rapprocher de l'institution forte qui est l'ordre des pharmaciens, de s'approprier les textes de loi et de ne pas exercer. C'est vrai que la profession pharmaceutique est un exercice libéral, mais il ne faut pas confondre exercice libéral et liberté. Il faut toujours se conformer aux textes de loi. Nous sommes engagés aux côtés de l'État à servir la population, à être pris en charge totalement avec la CMU. La maison des conseillers ordinaux a été inaugurée ce vendredi en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les partis politiques de Côte d'Ivoire appelés à désigner leurs représentants dans les différentes commissions électorales indépendantes locales. Ils ont jusqu'au 15 novembre prochain pour les nommer. 1647 représentants sont attendus. Les précisions de Abdoulaye Koné. En charge de l'organisation des élections et du référendum, la CEI s'active déjà pour la mise en place de ces démembrements locaux. Le président de l'institution a rencontré les groupements et partis politiques. Les commissions électorales locales que nous comptons créer pour l'année 2020 sont au nombre de 549. 31 commissions électorales régionales qu'on appelle les CER, 82 commissions électorales départementales, 378 commissions électorales sous-préfectorales, 58 commissions électorales communales. Sur la base de ces données chiffrées, chacune des entités politiques membres de la CEI devra nous proposer au total 1647 personnalités. S'ils repartent satisfaits à l'issue des discussions, certains groupements et partis politiques posent tout de même quelques préoccupations. Nous avons émis le souhait que le code électoral soit revu. Nous avons également parlé du découpage des commissions électorales et faire en sorte que cela coïncide avec l'administration du territoire. Concernant les pièces, il y a des difficultés d'accès à ces pièces. Le président de la commission électorale nous a indiqué qu'il va aviser les autres membres du gouvernement. Au GPP et au RHDP, on appelle surtout au respect du calendrier et du processus électoral. Nous sommes rassurés que la CEI est dans de bonnes mains. Alors, nous allons nous atteler à rassembler déjà nos représentants pour les commissions électorales et locales dans les différentes régions et sur toute l'étendue du territoire. Il faut que les Ivoiriens soient rassurés. Nous avons la ferme conviction que pour une fois, nous aurons une élection apaisée, une élection qui va se passer dans la transparence, où le passage à témoin se fera comme c'est le cas dans la plupart des pays voisins, comme le Ghana ou d'autres pays. Donc nous repartons en tout cas rassurés. Dès réception des propositions, les membres des commissions locales seront nommés par décision du président de la CEI. Ils devraient ensuite exercer leur mandat en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques qui les ont proposés. Justement, ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, porte à la connaissance des candidats à la désignation en qualité de membres des commissions locales de la Commission électorale indépendante que des dispositions sont prises au sein des tribunaux de première instance, des sections de tribunaux ainsi que des parquets près les 10 tribunaux en vue d'une délivrance diligente des certificats de nationalité et des casiers judiciaires aux demandeurs. Le garde des Sceaux rappelle que le certificat de nationalité peut être délivré dans tous les tribunaux et sections de tribunaux et que le casier judiciaire ne peut être délivré que par le parquet compétent du lieu de naissance du demandeur. Fait à Abidjan le 21 octobre 2019, signé Sansan Kambilé,
garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire. Bouaké, dans la région centre du pays, plus de 1000 militaires ont reçu il y a quelques jours leur diplôme de fin de formation. Cette cérémonie s'est déroulée à l'École nationale des sous-officiers d'active. Au cours de cette formation, 6 soldats ont acquis des connaissances nécessaires au maniement sécuritaire des armes à feu. Soro Corona de RTI Bouaké. Remise d'attestation aux 1033 stagiaires du brevet d'armes premier degré d'infanterie et aux 120 élèves sous-officiers d'active du brevet d'aguerrissement commando. Ces diplômes sanctionnent la formation au perfectionnement du maniement d'armes et à la connaissance des valeurs qui régissent les armées. Les 1033 soldats ont été formés pendant 5 mois à l'Ensoa de Bouaké, Yamsoukro, Daoukro et Daloa. La 30e promotion forte de 120 élèves après 3 mois de formation passe de l'appellation de soldat deuxième classe au statut d'élève sous-officier d'active. Cette formation a été assurée par des officiers français du 43e BIMA. Ce stage, c'est pour moi le témoignage des liens qui unissent la France et la Côte d'Ivoire et des liens forts qui nous unissent. Ce stage, c'est la preuve qu'ensemble, on fait de belles et de grandes choses et que ce qu'on se construira, on le construit ensemble. Sachez que les Français ici présents, les instructeurs, ont été fiers de participer. Le représentant du commandant des écoles et des centres de formation de l'armée salue la formation donnée aux stagiaires. Le colonel Jean-Hubert Wassena a exhorté les soldats à mettre en pratique la formation reçue afin de professionnaliser l'armée ivoirienne. La formation ne s'arrête pas à l'obtention du diplôme. La formation, pour vous, ne fait que commencer. Elle exigera de vous de la discipline, de la rigueur, de l'exemplarité et surtout de beaucoup de travail. Tâchez d'être à la hauteur du travail qui vous attend en donnant le meilleur de vous-même. L'École nationale des sous-officiers d'active assure la formation initiale des futurs sous-officiers, le perfectionnement des sous-officiers et militaires du rang. Un défilé militaire a mis fin à cette double cérémonie. Un séminaire pour promouvoir le rôle des ambassadeurs de la paix dans le monde. Les travaux ont été organisés récemment par la Fédération pour la paix universelle. Les précisions de Astou Touré et Francis Boifo. La paix, c'est un concept qui renvoie à la tranquillité, l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Elle correspond également à un idéal social et politique. Simple mot, mais plein d'essence. En 1981, l'Organisation des Nations Unies a décidé que le 21 septembre de chaque année soit dédié à la paix. Ce samedi, la Fédération pour la paix universelle, UPF, a invité les ambassadeurs de paix, les leaders d'opinion, à investir les villes et villages pour faire la promotion de la paix. C'est une formation que nous donnons à tous nos ambassadeurs qui ont bien voulu participer, pour qu'ils puissent avoir en eux des armes pour régler les conflits. Parce que régler un conflit, ça demande beaucoup de soi-même. Et il faut vraiment être armé intérieurement pour pouvoir faire ce travail. L'initiative prise est de faire la fête de la paix au niveau international, mais dans notre nation en Côte d'Ivoire, pour montrer que les Ivoiriens, autour de son président Alassane Ouattara, œuvrent en faveur de la paix à travers cette activité. Lors de cette célébration, le président de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'éducation section Côte d'Ivoire a exhorté les populations au vivre ensemble. Le message, c'est de vivre en bonne intelligence les uns avec les autres. Nous avons nos voisins, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs. Nous sommes tous descendants de 2 êtres, Adam et Ève. Aujourd'hui, si ma maison brûle, si mon voisin est là avec un seau d'eau, un gobelet, et je crois que ma maison peut être sauvée. C'est pourquoi nous avons besoin d'être vraiment en bonne intelligence les uns avec les autres. Je voudrais encourager tout un chacun de s'approcher de cette fédération afin d'être distingué ambassadeur de paix et d'être l'ambassadeur dans sa commune, dans son quartier, dans sa région, dans son pays, afin que nous puissions être dans une cohésion parfaite. Cette année, la Journée internationale de la paix est placée sous le thème « Action climatique ». Action pour la paix.
Des images à présent, les ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire prennent part au dialogue national inclusif lancé récemment par leur président Ibrahim Boubacar Keïta. Les débats se tiennent du 21 au 22 octobre 2019. Ces assises visent à restaurer la stabilité du Mali. Enfin, démission hier du maire de Johannesburg en Afrique du Sud, Herman Mashaba, a également annoncé son départ du principal parti d'opposition du pays. L'ex-maire de la plus grande ville d'Afrique du Sud reproche à cette formation politique son approche de la question raciale, toujours très controversée dans le pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, mercredi, avec beaucoup de plaisir.